d'être parmi vous aujourd'hui dans cet événement précieux, le forum de l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous parler un peu sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la construction. D'ailleurs, c'est un domaine qui est très très vaste, mais je vais essayer de vous donner un peu sur une présentation de 10 minutes. Voilà. Alors, juste pour un petit aperçu concernant mon parcours. Donc, moi, je suis docteur en architecture et je suis founder d'une société qui se spécialise surtout dans le domaine de construction, gestion de projets de construction, architecture aussi. On fait des formations dans le domaine et notamment le BIM, le Building Information Modeling. Donc, on aura l'occasion d'en parler durant cette présentation, Inch'Allah. Alors, juste pour commencer, j'aurais aimé avoir une idée un peu précise sur l'intelligence artificielle dans la construction ou bien dans le bâtiment. Donc, qu'est-ce que vous avez en tête? Les outils à utiliser, les domaines, les sous-thèmes. Oui, le parti design, oui. Tout ce qui est robotique. Exactement, donc on a la gestion de 3D et le design en 3D. Quoi d'autre? La gestion des simulations. Effectivement, donc la gestion des simulations et on a la gestion des conducteurs aussi. Donc l'intelligence artificielle commence dès le début jusqu'à la fin. Donc la gestion du projet de construction de la phase étude jusqu'à la phase maintenance et ainsi de suite. D'ailleurs, l'intelligence artificielle dans la construction a vraiment évolué. On trouve plusieurs technologies et plusieurs thèmes dans plusieurs phases de projet de construction. Donc, on va voir un petit aperçu, comme discuté tout à l'heure, on va voir un petit aperçu sur le BIM, le Building Information Modeling. Alors, on va voir quelques exemples de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la construction. Donc, on trouve, premier point, c'est le fait d'éviter les surcoûts. Donc, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle dans la construction, on évite surtout les surcoûts. Comme vous le savez, les projets de construction, on a toujours des coûts qui sont élevés, des faux frais et aussi gestion de temps aussi. Alors, quand on parle de la gestion des coûts, on parle des coûts dès le début jusqu'à la fin. Donc, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de coûts de construction qu'on peut optimiser dans un projet de construction? Dans le secteur d'aéronautique, nucléaire, notamment donc chez Areva, chez Dassault Aviation, Airbus, pas mal d'autres secteurs d'activité, jusqu'au l'an 2020 où j'ai créé en fait Digital House Group avec ses filiales. Donc la première filiale qui s'appelle Digital House Consulting et qui est une référence dans l'ingénierie, le conseil, la formation professionnelle, l'innovation, parce qu'en fait on a un brevet à bord et plein d'autres technologies qu'on a développées en interne chez nous et on continue à en développer. Après, donc, le groupe est spécialisé donc, dans tout ce qui est transformation digitale industrielle.
Les domaines sur lesquels on intervient sur tout ce qui est Smart City, Smart Industry. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui le peuvent, tout ce qui est Smart Industry, c'est en intégrant l'industrie 4.0, ce qu'on appelle aujourd'hui la Smart Factory. Smart Factory, usine connectée, l'industrie 4.0. Le digital twin, l'IoT, le cloud computing and big data, l'intelligence artificielle bien évidemment pour accélérer les chaînes de fraude et l'organisation de manière générale en fait de ces industriels. Ce qui est Smart City bien évidemment, donc c'était sur la ville intelligente, bâtiment intelligent, aussi mobilité intelligente. Voilà, pour approfondir un petit peu ce qu'on fait sur l'industrie 4.0, c'est le déploiement de plusieurs technologies. Il n'y a pas que le technologie en fait, dans le niveau des logiciels, mais aussi sur l'organisation et l'intégration de pas mal d'autres systèmes d'information qui transforment une usine classique en usine moderne. Vous pouvez m'arrêter si vous avez des questions entre-temps, en attendant, on va parler en conférence. Donc, ce qu'on fait chez les différents clients qui adoptent en fait cette démarche d'usine connectée ou industrie 4.0, c'est le déploiement des systèmes d'information de type PLM par exemple. Le PLM que je vais prendre comme un exemple, je veux dire de référence, pourquoi? Parce que c'est un système d'information qui gère le cycle de vie d'un produit dès sa conception, commençons par la CAO par exemple, jusqu'à la prod, jusqu'à le rentrée sur le marché et aussi dans le recyclage. Et donc, ce qu'on appelle en fait des systèmes d'information de luxe, parce que voilà, il y a que les bureaux industriels qui peuvent en fait adopter ce genre de système d'information. Alors, donc, qu'est-ce que je peux rajouter encore sur la Smart Factory de manière générale? On a aussi ce qu'on appelle l'ingénierie 3D, par exemple la reverse ingénierie, la chaîne 3D donc l'impression, l'usinage avancé, en adoptant aussi de la CFAO, donc la conception et la fabrication assistée par ordinateur, l'induction plastique, l'usinage de précision, qui fait du carbone en général, et des technologies, ce qu'on appelle des systèmes embarqués X.0, c'est le type MES, le MOM, le ICG, donc le système d'information de géolocalisation, le on en parlait, le SAP, l'IoT, qui est un élément très très important aujourd'hui dans l'industrie moderne, l'intelligence artificielle bien évidemment, voilà, pour accélérer la prod et le contrôle de manière générale de toutes les usines. Et il y a aussi un nouveau élément dont on parle récemment, c'est le digital qui va déplacer pour moi en fait l'intelligence artificielle parce qu'il englobe un peu plus dans la simulation, la conception, plein d'autres volets. Voilà, on laisse la question, je veux dire... On peut afficher le schéma? Merci Monsieur Kinani pour cette intervention. Et maintenant, on donnera la parole à Madame Elbichiri qui va nous donner un autre aperçu sur tout ce qui est Smart Factory et l'industrie 4.0. Merci. Bonjour tout le monde. Donc ce sera aperçu concret. Il ne sera pas différent, mais plutôt concret, parce que vous êtes habitués aux acronymes aujourd'hui, le BIM, le PLM, le MES, le MOM, etc. Mais aujourd'hui, dans la poursuite de vos études, vous vous demandez, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et comment est-ce que tous ces acronymes, ils interagissent entre eux? Et qu'est-ce que ça donne à la sortie? Donc je pense que c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. Donc ce que je souhaite, c'est que cette conférence soit interactive le plus possible. Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Aucune question ne pourrait être hors sujet. Donc je vous invite en toute humilité à poser des questions et je tâcherai de vous répondre. Donc j'attends juste, je fais comme les journalistes, je fais du remplissage en attendant que ça arrive. Voilà, donc ce que je voudrais, c'est que
tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ce que Mme Soukaina avait présenté sur le BLM, etc., ce que je voudrais, c'est que vous voyez comment tout ceci se traduit dans la réalité. Quand vous êtes dans une usine, quand vous êtes dans un shop floor, donc dans l'endroit où tout se fait, tout se produit, comment ça se passe, tout ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui, tous les systèmes sur lesquels vous êtes en train de travailler, tous les systèmes informatiques que vous allez développer, eh bien vous avez besoin de savoir comment tout ceci interagit et se traduit dans la construction d'un produit. Parce que derrière ça, bien évidemment, ça va vous donner des indications pour vous donner, pour que vous fassiez, pour que vous puissiez prendre la bonne décision dans le choix de la profession que vous allez choisir par la suite. Parce que les domaines sont là. Il y a certains domaines que vous connaissez aujourd'hui, mais d'autres vont arriver. Et donc l'idée, c'est de vous sensibiliser aujourd'hui à ce qui existe et ce qui pourrait arriver et qui pourrait éventuellement vous intéresser. Je fais quoi? Je la touche pas. Performance industrielle. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Pourquoi? Parce que quand on dit ça, c'est comment est-ce que la conception de l'architecture des systèmes, comment est-ce qu'un système de manufacturing execution system, comment est-ce qu'un PLM fonctionne, etc. Et comment est-ce que l'IA contribue à donner beaucoup plus d'intelligence au PLM, au MES, au NOM, au BIM, au PLM, etc. Et donc, on va voir que l'IA, aujourd'hui, c'est un ensemble, enfin, je ne vais pas faire un cours sur l'IA, mais vous savez beaucoup mieux que moi, que l'IA, donc, c'est des algorithmes qui sont avancés pour effectuer des tâches qui sont habituellement effectuées par l'intelligence humaine. Et elle augmente un petit peu les capacités intellectuelles de l'homme quand il est sur le shop floor en train de fabriquer un produit, donc une voiture, un avion, quel que soit le produit. Et donc, l'IA aujourd'hui, disons qu'elle augmente ses capacités. Donc l'homme, du coup, il a une meilleure perception de ce qu'il est en train de faire, une meilleure compréhension. Ça l'indique aussi à avoir un meilleur raisonnement et un apprentissage beaucoup plus documenté sur ce qu'il est en train de faire. Et tout ceci, ça va augmenter sa créativité. Ça, on parle de l'homme, d'accord? Mais sachez que l'IA fait la même chose dans les machines. C'est exactement pareil. L'IA ne veut pas dire que l'IA se substitue à l'homme, au contraire, c'est-à-dire que l'IA va donner beaucoup plus d'intelligence aux machines qui permettent de mieux travailler avec l'homme. Donc la notion de la collaboration entre l'homme et la machine, elle est extrêmement importante. Donc la machine ne remplacera jamais l'homme. La machine a toujours besoin de la contribution de l'homme. Il y a des métiers qui disparaissent, c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans la presse, dans les revues, etc. Mais l'homme, c'est une opportunité pour lui d'aller peut-être vers d'autres métiers, envisager peut-être des reconversions qui vont lui permettre d'être meilleur. Donc n'ayez pas peur de l'IA. Au contraire, il faut plutôt l'utiliser et en abuser peut-être dans certains cas. L'IA permet, en général, dans l'industrie, quand on est dans le shop floor, permet de mieux gérer la donnée. Dès que la donnée est mise, donc l'IA va permettre de capter cette donnée, elle va la contextualiser, elle va l'analyser et elle va la restituer en temps réel pour la bonne décision. Donc, quand on est en train de fabriquer une voiture, par exemple, donc pour prévenir tous les rébus, tous les malfaçons d'une voiture, donc l'IA est intégrée dès la conception du produit, c'est-à-dire dès les PLM dont on parlait tout à l'heure, et bien ça va permettre de réduire ou de faire disparaître tous ces rébus et rendre l'industrialisation beaucoup plus
pérennes, donc beaucoup plus performantes. L'IA permet aussi de rationaliser les coûts. Tout à l'heure, on parlait de réduire les coûts, mais en fait, quand la machine est lancée dans la production d'un produit, bien évidemment, les coûts sont calculés, d'accord? Mais l'avènement de certains événements font que la voiture n'est pas livrée à temps. Donc, et comme elle n'est pas livrée à temps, là, il y a des surcoûts, etc. Et on ne peut jamais réduire les coûts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les rationalise. Et en les rationalisant, peut-être en supprimant certaines opérations ou en rajoutant d'autres, etc. La rationalisation dans l'industrie, elle est extrêmement importante. Mais elle ne peut se faire que si l'IA est utilisée à bon escient dans les opérations de production. Donc, et l'IA, bien évidemment, elle permet au système d'interagir et surtout de fonctionner de manière très autonome. D'accord? L'IA dans les machines n'a pas besoin de l'intervention de l'homme tout le temps. Au contraire, elle va libérer l'homme à effectuer des tâches à forte valeur ajoutée que la machine ne peut pas faire. C'est ça que je vous dis, la machine ne remplacera jamais l'homme, même s'il y a de l'IA dedans. Donc voilà, l'IA aussi, elle peut avoir elle peut jouer aussi un rôle préventif. C'est-à-dire que l'IA est capable d'aller capter des événements qui n'étaient pas prévus au moment du procédé industriel, etc. Et on se rend compte que l'homme peut tout prévoir, mais la gestion de l'imprévu, elle peut être très ardue, elle peut être coûteuse et elle prend beaucoup plus de temps. Avec l'intégration de l'IA dans ce procédé-là, non, c'est parce que je suis mathématique. Je suis désolée. Et donc, du coup, l'IA permet justement d'imaginer ou de prévoir tous les événements possibles qui viendraient perturber la production d'un produit. Elle permet aussi, l'IA permet aux machines l'auto-apprentissage, ce qu'on appelle le machine learning. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'économie évolue très vite, les technologies deviennent de plus en plus disruptives et les donneurs d'ordre, les industriels, ils ont besoin de pérenniser leur outil de production. Et comme ils ont besoin de pérenniser leur production, il faut que leur machine soit capable de prévoir un certain nombre de choses qui pourraient perturber un petit peu la production. Et ça, c'est extrêmement important. Autre chose qui est importante pour les industriels, c'est que l'IA permet aussi, enfin, il est plus facile d'intégrer l'IA dans les équipements industriels, qu'ils soient récents ou anciens. Parce que vous savez qu'un outil de PLM chez un industriel, c'est un outil qui coûte hyper cher, mais vraiment cher, des millions, ça se chiffre à des millions et des millions. C'est un outil qui est connecté à X outils, dont le RP, la BI, etc. Et il est très difficile de déconnecter un outil PLM, de le rendre autonome le temps qu'on fasse des opérations de maintenance ou de changement particuliers, parce que du coup, ça arrête la production. Complètement. Et les pertes se chiffrent en millions. Donc un industriel ne peut pas se permettre ce luxe. Mais l'IA peut pérenniser la production et faire les changements qui s'imposent sur un outil ancien. Donc voilà, si aujourd'hui par exemple on a un organe industriel un petit peu vieillissant, c'est pas grave. C'est pas grave. En lui rajoutant de l'IA, on va le rendre beaucoup plus performant, aussi performant qu'un outil récent. Voilà, donc, et oui, et l'IA, bien évidemment, a des propriétés qui sont juste incommensurables. Donc on avait dit que ça améliore l'efficacité, la productivité et surtout la qualité, rationaliser les coûts
Et ma foi, il faut que vous sachiez ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui quand vous allez dans une usine, quelle que soit l'industrie, d'accord? Sachez que l'IA est plus un ami qu'un ennemi. Donc, l'orientation vers des systèmes dans lesquels on intègre l'IA, ça ne peut être intéressant. D'accord? Et c'est des métiers, aujourd'hui, des métiers qui sont presque rares. On les appelle des métiers critiques, pour lesquels il y a de forts besoins. L'industriel aujourd'hui qui est engagé dans une industrialisation et une transformation digitale extrêmement véroce, forte, qui est extrêmement changeante, etc., il a besoin de profils qui puissent assurer la pérennité de sa production. Ça c'est vraiment très, très, très important. Et il y a aussi la question qui se pose aussi autour de l'IA. Ma foi, si je dois changer, si je suis par exemple dans mon cursus de formation, si je suis sur l'architecture des systèmes, est-ce que si je rajoute une coloration un petit peu IA, est-ce que ce serait l'ouverture vers d'autres apprentissages? Oui, effectivement. Vous avez au bout, par exemple, la cybersécurité. La cybersécurité, c'est aujourd'hui, il y a une très très forte demande et pour lesquelles il n'y a pas d'offre. Il n'y a quasiment pas d'offre. Donc que vous soyez au Maroc, au fin fond de la Terre, sachez que vous êtes sur des connaissances qui sont universelles, qui sont extrêmement évolutives. Donc aujourd'hui, vous êtes à un certain niveau de formation. Sachez que demain, en vous formant sur des technologies disruptives de plus en plus, vous avez tout en faisant attention à l'IA, bien évidemment, là vous avez une valeur ajoutée. Demain, vous allez vous présenter à un employeur, quand vous dites que j'ai une coloration IA dans votre parcours, etc., là les gens sont beaucoup plus attentifs. Donc il y a des métiers qui disparaissent, il y a d'autres métiers qui apparaissent, mais soyez dans le bon timing, soyez surtout avec le bon choix technologique pour lequel vous allez adopter et inscrire votre vie professionnelle. Voilà. Très bénéfique et personnellement à un autre volet de notre conférence qui sera une table ronde, questions-réponses. Je vais poser quelques questions qui sont des questions sur notre thème d'aujourd'hui, notre forum. Et maintenant, j'adresse à vous tous et je voudrais vous questionner, selon vous, comment l'intelligence artificielle était utilisée pour optimiser l'efficacité énergétique et réduire la consommation des ressources dans le processus industriel. Alors là, c'est hyper simple. Vous avez un outil qui s'appelle le LIMS. Donc le LIMS est un outil qui vous permet de capter toutes les données environnementales dans une usine, et contextualiser ces données. Et puis, bien évidemment, une action par la suite. Donc, l'optimisation énergétique, par exemple, dans une usine, dans un shop floor, quand il est adjoint à de l'IA, ça permet de gérer l'intérieur de votre usine de manière intelligente grâce à l'IA. Ça, c'est un exemple. D'accord. C'est un exemple. Là, on a développé aussi dans le cadre d'un projet de étude, c'est le développement d'une Smart Flower. Et Smart Flower, qui permet en fait de transformer une fleur en précipitable une source d'énergie. Et on a utilisé la l'IA pour aller capter le soleil et permettre en fait à ces fleurs de s'ouvrir le matin avec le flux minéral du soleil qui arrive. Et comme vous savez, le Smart Flower traque le soleil tout au long de la journée. Et donc on stocke cette énergie, et par la suite on peut alimenter une maison, une usine, et on peut aussi de produire d'autres choses. Et tout ça, pour ça, si on regarde l'histoire de la technologie d'innovation, c'est à l'atelier. Et voilà.
Merci pour votre intervention. Et maintenant, je voulais s'adresser à Madame Webb. Dans votre présentation, vous avez parlé évidemment sur l'utilisation du BIM pour le recyclage des déchets et des projets. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce processus-là et comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour préserver notre avenir? Alors, pour le recyclage des déchets, bien sûr, on utilise le big data avec des technologies un peu avancées pour générer les données. On les analyse bien sûr et par la suite, on optimise le recyclage ou bien la dégradation des déchets. Voilà. Merci beaucoup. Et un autre volet de notre table ronde, une autre question. Nous avons parlé de tout ce qui est avantage, tout ce qui est bénéfique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut voir l'autre facette de notre thème. Et quels sont les défis de l'intégration de l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs, que ce soit industriel, énergétique, que ce soit construction, que ce soit même informatique et cybersécurité. Eh bien, le plus grand défi, je l'ai plus ou moins dit, mais le plus grand défi, c'est de trouver des ressources formées sur l'IA. Je vais parler de l'exemple du LIMS tout à l'heure, qui est un outil qui permet de mesurer les données environnementales, etc. Le LIMS, à lui tout seul, ne suffit pas. Il faut lui rajouter de l'IA. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous rendre pour votre employeur, si vous voulez vous rendre beaucoup plus efficace, tout ça, parce que vous participez à l'efficacité de sa productivité, et ben, il faut vous former à l'IA. Donc on a un problème de ressources et de connaissances sur de l'IA. Mais attention, que ce soit l'IA ou toute autre technologie, si vous y allez avec une approche purement technologique dans votre cursus de formation pour décrocher un job par la suite, ce n'est pas assez. C'est un petit peu l'essence, la raison d'être de Digital Lab, c'est que nous, au sein de notre académie, la formation, elle est plutôt métier, elle n'est pas technologique. On nous apprend l'utilisation et l'intégration de l'IA dans la technologie, mais on va surtout vous dire à quoi elle va servir, dans quel cadre elle va servir, dans quelle utilité elle va servir à l'industriel. Ce qui nous différencie un petit peu des autres institutions qui sont axées purement et simplement sur la formation. Parce que je pense que ce qui est important pour vous, et la question que vous vous posez tous les jours quand vous vous levez, quand vous arrivez, c'est je fais des études, mais pour quelle finalité? Qu'est-ce que ça va m'apporter derrière? Comment est-ce que je peux intéresser l'industriel? Pourquoi est-ce que moi et pas l'autre? Donc voilà un petit peu l'un des défis de l'IA. C'est trouver des ressources qualifiées, mais sectorisées, c'est-à-dire dans un secteur bien précis. Si vous avez l'IA dans le nucléaire, l'IA dans l'industrie manufacturière, ce n'est pas la même chose. Parce que l'IA va beaucoup plus loin que la productivité. Ça va aussi à l'amélioration de l'expérience client. Si par exemple on n'avait pas, si on ne s'était pas intéressé, parce qu'aujourd'hui le produit il est conçu comme un service. Vous montez dans votre voiture, à la première goutte de pluie sur votre pare-brise, votre essuie-glace il se met en marche. Vous n'avez plus à l'actionner comme d'habitude. Et mettre de l'intelligence dans les produits, tels que l'essuie-glace dès sa conception, avec de l'IA, etc., bah, c'est ça qui intéresse les industriels. Voilà. Et quand vous arrivez avec cette spécificité qui vous rend presque rare, je vous encourage à aller vers des choses comme ça. D'accord? Que plutôt vers des généralités. Généralité, c'est très bien, mais c'est votre base, parce que vous avez besoin d'une base de laquelle vous allez partir. Mais il vous faut une spécialisation sur une technologie, mais en lien avec un métier. Et c'est ce que Digital Labs fait. Je fais ma petite pub. Il y a aussi un BLS aussi qu'on a accompagné sur la base de télélearning et machine learning. C'est un robot qui est fait de très sélectif des déchets. On a
se baser sur les images d'énormes pour développer un robot intelligent qui va permettre en fait, sur une chaîne de tri des déchets que le robot pour en fait faire la différence entre les déchets ménagers, les déchets plastiques et carton de l'eau. Et donc voilà, c'est grâce à l'IA qu'on peut produire des produits, des concepts de demain. Et je rejoins un collègue qui insiste sur l'information, c'est pas n'importe quelle information, c'est l'information qu'on appelle l'ordi value, c'est toujours pratique. Et maintenant, voilà, les cours et les vidéos, tout ça, c'est pas simplement sur la toile, mais l'objectif vraiment c'est de la pratique. Et c'est comme ça qu'on va. Donc, une toute dernière question. C'était apparemment la question, c'est la réponse que vous avez donnée maintenant. Un message à adresser à nos chers futurs ingénieurs. Selon vous, quelles sont les compétences ou les connaissances supplémentaires que les étudiants peuvent tirer vraiment partir des technologies d'intelligence artificielle dans la pratique de l'ingénierie et ainsi pour s'intégrer facilement dans le domaine du travail? Moi, ce que je conseille, les recommandations aussi, mon expérience, c'est de. On connaît l'informatique, mais un peu moins l'informatique pour développer des logiciels, mais un peu moins l'informatique industrielle. Et l'informatique industrielle, c'est pas que du Java ou les logiciels traditionnels. Là, il faut aller vers ce qu'on appelle des DevOps, intégration continue, plein d'autres technologies. Aussi sur le management des projets d'infrastructure, des projets d'infrastructure, de transition numérique, du sein industriel, c'est là où on découvre un peu tous les volets. Et l'innovation, le développement, l'intégration, le développement des aides de la solution, jusqu'à le maintien en condition opérationnelle de la solution. Et donc ça, c'est des métiers, je veux dire, aujourd'hui, qui ne vont pas tarder à disparaître parce qu'on est remplacés par d'autres métiers. Je veux dire, si on peut dire ça. Ah, d'accord, ok, merci. D'accord. Moi, si j'ai de mon expérience aujourd'hui dans l'industrie, ce que je pourrais vous dire, c'est que quelle que soit quel que soit votre CV pédagogique et éducatif, si vous ne vous intéressez pas dès à présent aux clients, au secteur, comment est-ce que ces deux évoluent, quels sont leurs défis d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que le client est visionnaire, mais vous aussi, vous avez le devoir de devenir aussi visionnaire. Parce que c'est par rapport à cette production que vous allez avoir, qui est en lien avec celle de l'industriel, qui vous permettra de mieux affiner votre cursus et votre formation. Donc soyez curieux sur ce que le client est en train de faire aujourd'hui et ce qu'il pourra éventuellement faire demain. C'est ça votre valeur ajoutée. Votre formation, il faut qu'elle soit toujours en lien avec l'innovation, il faut qu'elle soit en lien avec le besoin de l'industriel, il faut qu'elle soit en lien avec l'économie de tout un secteur et aussi de tout un pays. Voilà ce que je vois plutôt. Alors, à mon sens, dans chaque concept, l'intelligence artificielle a des avantages et a des inconvénients. Alors, mon conseil, c'est de bien choisir la spécialité dont vous retrouverez. Et surtout, je vous conseille la formation continue parce que ce domaine est un peu vague et ça inclut plusieurs concepts, plusieurs thèmes surtout à prendre en considération. Donc voilà, faites le bon choix et formez-vous parce qu'il y a plein de choses à apprendre, surtout dans le domaine académique et professionnel aussi. Merci beaucoup, mon cher intervenant, pour cette intervention et ces informations très bénéfiques. Maintenant, j'invite le public à poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le bon moment. Allez-y, on est entre nous. À vous remercier pour ces clarifications dont la pertinence que vous avez montré. Je suis expresseur, donc Laurent Pouvoir-Fouillé. Et comme l'IA est une technologie qui touche pratiquement tous les domaines, alors cela attire mon attention, suscite de la curiosité. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui.
Alors, ma question repose précisément sur un point qui a été bien sûr abordé, mais pas de manière assez approfondie à mon sens, notamment au niveau des limites de l'utilisation des intelligences artificielles. Parce que dans le domaine juridique qui est le mien, nous nous interrogeons également sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, plusieurs réponses viennent toujours, notamment ceux qui concernent les ma question est de savoir jusqu'à quel degré doit-on utiliser l'intelligence artificielle et également au niveau de la perte de l'emploi. Au niveau de l'équilibre entre le nombre d'emplois qui disparaissent suite à l'intégration de l'intelligence artificielle et entre la perte du nombre d'emplois que je disais qui disparaissent et le nombre d'emplois qui apparaissent grâce à ces technologies-là. Est-ce qu'il y a lieu de dire que l'intelligence artificielle a plus d'avantages à ce niveau? Et finalement, au niveau de l'intelligence de l'homme, est-ce que le fait de se tourner vers l'IA ne constituerait pas également un facteur de régression de l'intelligence de l'homme dans la mesure où il y aurait déjà des procédés et l'homme n'aura qu'à appuyer sur le bouton pour que la machine puisse travailler à sa place? Je vous remercie. Merci. Alors, si on prend l'IA, c'est une intelligence artificielle qu'on connaît tous, c'est une intelligence artificielle, elle n'est pas absolue, elle n'est pas illimitée. Comme l'intelligence artificielle, c'est une input qui est output, donc l'input c'est un algorithme qui répond facilement et avec beaucoup d'efficacité. Des fois, c'est bien programmé et comme ça on obtient un résultat. Plus l'algorithme trop détaillé, plus en fait on dépasse la limite pour en appliquer. Et plus l'algorithme est limité, plus en fait on obtient un résultat limité aussi. Donc la limite est sur ce qu'on nous donne à un logiciel et comment on attend de ce logiciel en fait numériquement. Et donc c'est là en fait la limite est sur ce qu'on nous donne à l'IA et ce qu'on attend de l'IA. C'est comme ça que je vois les choses. Un robot aujourd'hui, si je lui programme pour prendre une bouteille d'un endroit A et d'un endroit B, il va le faire. Mais si je lui demande de la dénoncer, il va le faire aussi. Donc la limite de l'IA, c'est limité sur ce qu'on nous donne en niveau. Voilà, c'est comme ça que je l'ai. Je pense que mon collègue a les mots là-dessus. Oui, tout à fait. L'IA, elle permet de donner de l'intelligence à une machine, à un équipement, à un produit. D'accord? Mais le développement, les algorithmes, etc., c'est l'homme qui le fait. Donc le pouvoir de prendre la machine, c'est le pouvoir que l'homme veut bien lui donner. Donc de ce fait-là, il n'y a pas de risque. Là où il y aurait des débordements, c'est dans la partie de la conception de l'IA que vous allez mettre dans votre équipement qui est à risque. Et c'est celle-là qui doit être complètement maîtrisée. Aujourd'hui, le cadre juridique de l'IA, il est pris au plus haut point par les entreprises parce qu'elles ont une souveraineté à sauvegarder. Et cette souveraineté, qu'elle soit économique, intellectuelle ou même industrielle, bien évidemment que c'est la première chose à laquelle ils vont penser. D'où le renforcement de la cybersécurité de tous les systèmes dans lesquels l'IA est embarquée. Donc, ceci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des risques, bien évidemment, si la partie amont de la conception de l'outil ou de votre système n'a pas pris en compte cela. Donc, voilà, c'est l'IA ne peut pas se faire sans l'homme et l'homme ne peut pas se faire sans l'IA aujourd'hui. Ça, il faut savoir. L'IA est omniprésente aujourd'hui dans notre vie, d'accord, en tant que personne, en tant qu'individu, mais aussi chez les industriels. Je parle des industriels parce que c'est plus mon domaine, mais on peut la retrouver dans les pays, mais même ailleurs. Tous les secteurs sont impactés par l'IA. Et l'IA générative, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'implanter toutes les capacités cognitives qui sont liées à l'homme, on est en train de les implanter dans les systèmes qui embarquent de l'IA. Mais encore une fois, il faut que tout ceci soit maîtrisé
Et je peux vous dire, un chef d'entreprise, comme un bon père de famille, il ne va pas mettre sa famille ni son entreprise en péril. D'accord? Donc tout ceci est pris en compte, bien évidemment. Il n'y a aucun problème. Au niveau de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle, je me présente tout d'abord, je suis doctorant à l'École nationale de société et je suis consultant de RP, spécialement en artificielle. Maintenant, récemment, on a essayé d'intégrer l'intelligence artificielle en synchronisation avec les ERP sur plusieurs entreprises. Ce qui a aidé à prendre les décisions, à accélérer les process, à analyser le data pour prendre des actions au niveau de gestion de stock, de vente, d'achat, de vente, etc. Mais on a trouvé une problématique qui se présente quand on a un peu commencé à limiter les personnels des entreprises à faire leur travail. Pas au niveau négatif, mais la majorité de l'employé, quand on intègre l'intelligence artificielle, ils se sentent en danger. Et on se pose dans une guerre psychologique avec les employés, et surtout quand l'intelligence artificielle prend des décisions. Par exemple, récemment, on a essayé de mettre synchronisation la base de données avec ChatGPT-4 et gérer le stock pour éviter le surstockage et les ruptures de stock. Comme ça, les DA, les demandes d'achat, les alertes organisées se génèrent automatiquement. Ce qui nous a mis en problématique avec les magasiniers et les gens d'après l'expérience il y a déjà une société qui a intégré l'intelligence artificielle, je veux bien savoir comment vous avez pu dépasser ces défis au sein de votre entreprise et créer une balance entre l'intelligence artificielle et les ressources humaines. Merci beaucoup. C'est un mélange entre le BI et l'intelligence artificielle, le climat de la jonction en ville. Ça, c'est important. Après, c'est un développement de l'orientation du business intelligence avec l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est une démarche très intéressante et du véritable. Moi, je retiens deux points dans ce que vous venez de dire. Une problématique qui n'a pas été pensée et mise en place dans quelques usages que vous venez de citer. Quelle que soit la technologie disruptive, parce qu'il y a aussi des technologies disruptives, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit accompagnée d'une conduite de changement. D'accord? Si cette conduite de changement n'est pas prise en compte et elle n'est pas appliquée dans une entreprise, comme tout autre changement, bien évidemment, il y a des risques. D'accord? Donc la sensibilisation à ce que peut apporter l'IA dans notre supply chain, parce que c'est de la supply chain, en lien avec la BI, etc. Si cette chose-là n'a pas été étudiée lors des spécifications, dans ce qu'on nous a demandé, etc., bien évidemment, vous allez être à l'encontre de beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'IA, il faut s'en imprégner dès le premier jour de votre formation. Comme ça, vous êtes prêts à toutes les éventualités. Ce n'est pas en arrivant à la 4e ou la 5e année, même quand vous êtes chez l'industriel, qu'on vous demande d'appliquer l'IA dans votre fonction, que là, vous allez être surpris de découvrir énormément de problèmes. D'abord des problèmes techniques, d'accord, et puis aussi des problèmes de positionnement par rapport à l'équipe, par rapport à votre management, etc. Donc toutes ces choses-là, elles doivent être prévues en amont. C'est pas en amont, ça arrive, donc j'ai un problème, comment est-ce que je fais? D'accord? Est-ce que si j'ai bien dans son demande, est-ce que mon poste va disparaître? Et c'est une question tout à fait légitime. Mais si votre manager ou direction vous a expliqué qu'aujourd'hui, vous allez intégrer de l'IA dans ce qu'on vous demande, mais ça va faire ça et ça et ça
disruptif qui change un petit peu notre monde aujourd'hui. C'est une initiative qui est née il y a une petite dizaine d'années. En 2010, ça a été sous l'impulsion de Angela Merkel parce qu'elle a enchaîné sur un nouveau mandat. Donc là, elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inventer la Smart Factory. Et avec la Smart Factory, je vais inventer l'industrie connectée. Et avec l'industrie connectée, je vais rajouter de la logique. Parce qu'il ne faut pas oublier que sans la logique, l'IA n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Elle a besoin de la logique. Donc, vous voyez, tout ce que vous faites là, tant que vous êtes l'apprentissage de différentes technologies, si demain vous vous retrouvez dans une entreprise, dans une industrie, tout ceci est complémentaire. Donc, il n'y a pas de peur à se faire. Il faut une norme du changement qui soit un débat. C'est beaucoup plus simple. Alors, à mon sens, ce n'est pas du tout évident d'entamer le domaine avec l'IA. Il faut être en recherche active des nouveaux thèmes, des nouveaux. Et on est toujours en obstacle, on est toujours en défi, on est toujours en challenge. Mais comme chaque projet, donc, il y a des risques à gérer, il y a des difficultés à surmonter, il y a plusieurs choses à gérer, donc on fait aller. Et le plus important, c'est, comme a dit madame, donc il faut toujours faire un but pour nous et y arriver, quels que soient les obstacles, quels que soient les challenges, et surtout pour gagner en compétences et l'expertise. Donc c'est ça le résultat final. Voilà. Ces deux interventions, est-ce en fait, si je peux utiliser l'évolution de l'AI, nous sommes dans la troisième, vers la fin de la deuxième génération. Maintenant, ces questions qui se posent maintenant sont d'ordre éthique. Éthique, c'est-à-dire dans quelle mesure nous pouvons utiliser l'AI facilement. À ce sens, je peux me référer, comme nous l'avons cité, à l'information. Un système d'information, si nous nous référons à PEX, il est composé de plusieurs éléments. La dimension technologique n'est qu'une seule dimension des systèmes d'information. Alors, je soumets ça. Ceci dit, l'implémentation de l'intelligence artificielle ou de nouvelles méthodes innovantes ne peut s'opérer que dans cette dimension technologique dans le système d'information. Ceci dit, le côté éthique est toujours présent, notamment dans le domaine de la recherche. Récemment, il y a eu un article rédigé par l'INSEE, qui mène à parler et à repenser ce qui est en sorte de l'éthique et l'utilisation, pas simplement des professionnels, des universitaires, des entreprises. Il s'agit, si je veux dire, c'est de dire avoir une charte, une éthique concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle et jusqu'à quelle mesure on peut l'utiliser sans contraindre la dimension humaine qui, à mon sens, ne peut jamais dépasser. Bon, dans ce sens, il y a plusieurs courants des sciences sociales qui priment que dans un certain moment, peut-être que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'il y a ces pensées, il y a cette crainte que l'intelligence va dominer un jour, mais l'utilisation ne se fait que dans une partie qui concerne l'utilisation d'un système d'information dans sa globalité. Bon, ça reste une question qui a plusieurs réponses, mais l'intéressant, c'est surtout sur le côté éthique et quant à l'utilisation de cette nouvelle innovation. D'ailleurs, ça rejoint ce que les amis dans sa présentation, qui me rappelle l'intelligence artificielle fait partie d'un système d'information ou l'inverse. Il faut l'adapter. L'adapter, ça peut
je veux dire, un système d'information qui est allément un objet pour que ça devienne automatique ou autre, et on a aussi l'humain qui peut la méthode de mobilisation. Donc il faut en fait un système d'information, donc des moyens qui sont des moyens matériels et immatériels. Et à la sortie, on a des données et des actions qui sont menées par l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est vrai qu'il y a si une petite composante ou la suite en fait d'un système d'information existant ou d'une organisation de manière générale. Parce que là, on peut mettre en place un URP et derrière, en fait, là-dessus, ça se fait de ces développements, ou d'assurer la continuité numérique de notre système d'information de l'URP, ou le PLM, ou le CRM, etc. Et on peut dire, ben voilà, il n'y a pas de système d'information qui est initié à l'URP, mais là, on a l'action humaine. Et donc, pour rendre une action intelligente, pour moi, c'est une sorte d'intelligence artificielle aussi. Moi, je reviens sur la question éthique, qui semble importante, et je le comprends parfaitement. Il ne faut pas oublier que le monde aujourd'hui est engagé, enfin aujourd'hui, et même depuis pas mal de temps, est engagé dans une globalisation. Cette globalisation aujourd'hui fait que vous devez accélérer votre productivité, vous devez accélérer votre performance aujourd'hui. Si vous voulez garder des conditions décentes pour les citoyens, pour qu'ils puissent manger, boire, vivre bien, faire des études, se soigner, etc., on est obligé aujourd'hui d'adopter toutes, enfin je ne vais pas toutes les technologies, mais les technologies disruptives, l'IA, elle est centrale aujourd'hui. C'est vraiment la chevalière aujourd'hui entre les différentes technologies. Il y a aucun, et il faut malheureusement, je ne sais pas comment il faut l'exprimer, mais aujourd'hui, il n'y a aucune échappatoire à l'IA aujourd'hui. Elle est imprégnée dans notre vie, consciemment ou inconsciemment. Et la question éthique, bien évidemment, elle est posée. Et il y a des études, il y a des gens qui suivent la question. Il y a l'adoption de l'IA, elle est assez embarrassante en même temps. Et bien évidemment, l'éthique, la question de l'éthique, elle est posée comme c'est tous les jours, c'est pour ça qu'on parle de souveraineté. Il y a des règles à imposer. Les travaux ils ne sont pas encore finis. Et aujourd'hui, l'obligation que vous avez dans la concession des solutions, etc., cette éthique, bien évidemment, vous allez la prendre en compte. D'accord? Demain, vous n'allez pas utiliser de l'IA pour aller à quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'on est l'IA, c'est l'utilisation de l'IA, c'est pas ça. En tout cas.